Bienvenue sur la troisième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous nous rendons en Amérique du Sud et plus particulièrement au Pérou. N'oublie pas que sur Wandersam, je te donne toutes les informations dont tu as besoin pour préparer ton voyage, alors installe-toi confortablement et bon visionnage. Le Pérou est une terre de montagnes sacrées, de lacs légendaires et de déserts à perte de vue. Le pays partage ses frontières avec l'Équateur, le Chili, la Bolivie, le Brésil et la Colombie. Notre voyage commence à Lima, capitale économique du pays, puis nous irons à Cusco, ancienne capitale inca. Ensuite nous passerons par la vallée sacrée, la source de la vie des Incas, puis au très célèbre Machu Picchu, par le lac Titicaca, le plus haut du monde, puis terminerons par le désert de Nazca. Pour terminer cette vidéo, je te donnerai également toutes les clés pour t'organiser en toute sérénité. Alors, prêt à voyager avec moi sur la terre des grands Incas? À présent, rendons-nous à Lima, la capitale du Pérou, fondée en 1535 par Francisco Pizarro et surnommée la Cité des Rois. Le centre historique de Lima est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il regorge de palais, églises baroques et balcons en bois typiques de l'époque coloniale espagnole tels que la Plaza Mayor et la cathédrale de Lima, le couvent San Francisco et ses catacombes mystérieuses, le palais du gouvernement où vous pourrez observer le changement de la garde tous les midis. Miraflores est un quartier moderne et branché qui offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Les parcs animés et la vie nocturne dynamique font de ce quartier un incontournable de la ville. Je vous conseille d'aller au parc de l'Amour avec sa statue du Beso, ou baiser en français, et ses mosaïques colorées, ainsi qu'au Malecón, une promenade côtière idéale pour observer un coucher de soleil, et au Larcomar, un centre commercial en falaise avec vue sur la mer. Barranco est un ancien repère d'artistes et d'écrivains. Il est le quartier le plus romantique et créatif de Lima, avec ses maisons colorées, ses galeries d'art et ses bars branchés. Profitez de ce quartier pour aller au pont des Soupirs, Puente de los Suspiros, le symbole du quartier. À la rue Ayacucho et ses fresques murales, profitez également d'une pause pour aller déguster un pisco sour, c'est un cocktail à base de pisco, dans les bars Ayahuasco ou Cala. Huaca Pucllana est un site archéologique en plein Lima et s'agit plus particulièrement d'une pyramide pré-inca en plein cœur du quartier Miraflores, datée entre 200 et 700 après Jésus-Christ. C'est un lieu fascinant qui permet de mieux comprendre l'histoire précolombienne. Vous pourrez profiter d'une visite guidée du site et je vous conseille surtout d'y aller le soir quand il est illuminé. Juste à côté est situé un restaurant du même nom et vous permettra de jouir d'une vue exceptionnelle sur le site. Maintenant, rendons-nous à Cusco, la capitale culturelle du Pérou et également l'ancienne capitale inca. Le centre historique de Cusco, situé à plus de 3300 mètres d'altitude, constitue un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Ancienne capitale de l'Empire Inca, Cusco était organisée en quadrants symboliques connectés par des routes sacrées. Après la conquête au XVIe siècle, les Espagnols ont construit des églises et des palais directement sur les fondations Inca, créant un mélange architectural unique. Je vous conseille de vous balader sur la place centrale nommée la Plaza de Armas, qui était le cœur cérémoniel de l'Empire. Aujourd'hui, on y trouve la cathédrale de Cusco, superbe exemple d'architecture coloniale baroque. Le mot Coricancha signifie enclos d'or en quechua. C'était le temple le plus sacré de l'Empire Inca dédié au dieu soleil Inti. Ces murs étaient autrefois recouverts de plaques d'or massif reflétant la lumière. Après la conquête espagnole, le temple fut détruit et un monastère Santo Domingo fut construit sur les fondations Inca, parfaitement assemblé et qui reste visible aujourd'hui. Le site illustre parfaitement le contraste entre l'architecture Inca et l'architecture coloniale. Le quartier San Blas est l'un des quartiers les plus pittoresques et artistiques de Cusco. Connu pour ses ruelles étroites, pavées et escarpées, typiques de l'époque inca et coloniale. Atmosphère bohème, des ateliers d'artistes, cafés et petites boutiques seront sur votre route. L'église de San Blas abrite une chaire en bois sculpté considérée comme un chef-d'œuvre baroque. Parfait pour flâner et découvrir le Cusco plus local et créatif. À 2 ou 3 heures en minibus au départ de Cusco se trouve une merveille naturelle à couper le souffle. La randonnée dure environ 2 heures sur une distance de 6 km environ et à une altitude de 5000 mètres en plein milieu de la cordillère des Andes. Complètement insensé de randonner dans de telles conditions, allez-vous me dire. Alors voyez plutôt par vous-même. Je vous présente Vinicunca, ou plus communément appelée l'incroyable montagne des 7 couleurs. Sa coloration provient de couches géologiques riches en minéraux, argile rouge, grès jaune, philite verte, etc.
Elle n'était pratiquement pas visitée avant 2015 car elle était recouverte de neige la majeure partie de l'année. La plupart des tours quittent Cusco entre 4h et 5h du matin. La randonnée est relativement difficile à cause de l'altitude où 30% de l'oxygène a disparu. Il est néanmoins possible de monter à cheval pour une partie du chemin. Vous démarrez la marche vers les 4700 mètres et monterez jusqu'à 5200 mètres au point culminant. Une fois arrivé en haut, vous jouirez d'une vue panoramique sur Vinicunca et parfois sur un glacier sacré pour les populations andines. À présent, préparez-vous à découvrir un lieu surprenant, la vallée sacrée qui était la source de la vie inca. La vallée sacrée a été l'un des lieux les plus importants des Incas. Située entre Cusco et le Machu Picchu, elle forme un long corridor bordé de montagnes abruptes et traversé par la rivière Vilcanota Urubamba. La vallée culmine à 3000 mètres d'altitude et est connue pour son climat plus doux qu'à Cusco. La vallée était le principal grenier agricole de l'Empire, maïs de haute altitude, quinoa, pommes de terre et tubercules. Les Incas y ont construit des temples, des terrasses de culture, des observatoires, des systèmes hydrauliques, des citadelles, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pisac est situé à environ 3300 mètres d'altitude. C'est l'un des ensembles incas les plus vastes et sophistiqués. Les immenses terrasses parfaitement intégrées à la montagne occupent la majeure partie du site. Les Incas ont inventé des techniques hydrauliques qui permettaient d'arroser les terrasses du haut vers le bas avec un minimum d'effort. Il suffisait d'arroser la première terrasse et le surplus venait arroser la terrasse du dessous et ainsi de suite. Vous pourrez observer sur le site l'un des observatoires solaires les plus importants des Andes, nommé l'Intihuatana. Les pierres sacrées étaient alignées avec les solstices et les équinoxes. Vous pourrez également jouir d'une vue sur une construction inca impressionnante, le Tantakasa. Il s'agit de l'un des plus vastes cimetières incas creusés à même la falaise. Morbide mais impressionnant, n'est-ce pas? Les salines de Maras se composent de plus de 3000 bassins disposés en terrasses formant une mosaïque unique de couleurs blanche, ocre et rosée. Ce sont les bassins artisanaux utilisés pour produire du sel depuis l'époque pré-inca, puis exploités par les Incas et aujourd'hui par les familles locales. Le système repose sur une source souterraine naturellement salée dirigée dans des bassins grâce à un réseau ingénieux de petits canaux. Ce qui est surprenant, c'est que le procédé est resté simple et identique depuis des siècles. L'eau s'évapore sous le soleil andin, le sel se cristallise, puis on le récolte manuellement. Vous pourrez après votre visite vous offrir du sel produit sur place. Moret est perché à 3500 mètres d'altitude et ce lieu est surtout connu pour ses terrasses circulaires en forme d'amphithéâtre qui s'enfoncent dans le sol jusqu'à 30 mètres de profondeur. Les archéologues pensent que les Incas y étudiaient l'adaptation des plantes à différents microclimats. Grâce à la disposition des terrasses, chaque niveau crée un microclimat distinct permettant de simuler jusqu'à une vingtaine de conditions climatiques différentes. Cela aurait permis aux Incas de tester et d'optimiser la culture de plus de 3000 variétés de plantes pour les adapter aux différents climats de leur empire, des plaines côtières aux arides plateaux andins. Abandonné après la conquête espagnole, Morée a été redécouvert en 1932 par une expédition américaine. Aujourd'hui, un seul des 3 amphithéâtres a été restauré, mais le site reste un témoignage impressionnant de l'ingéniosité inca en matière d'agriculture et d'ingénierie. Ollantaytambo est l'une des constructions incas les plus impressionnantes du Pérou. Elle est également l'un des points de départ pour se rendre au Machu Picchu. La cité est dominée par un immense mur de terrasses défensives. Vous aurez la possibilité de monter au sommet où se trouve le Temple du Soleil, construit avec d'énormes blocs de pierre parfaitement ajustés, témoin du génie architectural inca dont nous parlerons plus tard. L'ascension est un peu raide, mais la vue sur la vallée et la rivière Urubamba est impressionnante. Fait rare, c'est ici que les Incas ont remporté une bataille contre les Espagnols en 1536. Au départ de Cusco, Ollantaytambo et la vallée sacrée constituent une étape de choix pour vous rendre à Aguascalientes, le point d'entrée pour le Machu Picchu où vous pourrez passer la nuit avant l'ascension tant attendue. Dans ce chapitre, nous allons aborder le sujet qui vous intéresse certainement le plus dans cette vidéo, le Machu Picchu. Aguascalientes est le village situé en contrebas du Machu Picchu. Le village est accessible directement depuis Cusco ou encore depuis Ollantaytambo comme vu précédemment. Vous avez la possibilité de vous y rendre en train grâce à 2 compagnies, Perorail et Inca-Rail au départ des 2 villes. Le temps de trajet depuis Cusco est de 4 heures et depuis Ollantaytambo de 2 heures.
Si vous êtes sportif et que vous avez le temps, vous pourrez y aller en mode trek depuis Cusco via le sentier de l'Inca, trek d'une durée d'environ 4 jours. Vous observerez des grands paysages et des ruines Inca. Pour cette option, vous aurez besoin d'un permis Inca Trail que vous pourrez acheter sur le site suivant. Ou alors via le trek de Salcante, environ 5 jours de marche dans un décor plus sauvage, et pour cette option, pas forcément besoin d'un permis Inca Trail. Aguascalientes signifie littéralement eau chaude, ce qui tombe bien car la ville est équipée de thermes chauds pour se détendre la veille de la visite du Machu Picchu. Si vous décidez de passer la nuit en ville, vous pourrez profiter du marché artisanal, du musée Manuel Chavez Ballon pour comprendre l'histoire du site et des restaurants andins locaux. Ben voilà, Machu Picchu. Nous voici enfin arrivés à la fabuleuse citadelle du Machu Picchu. Il s'agit de l'une des 7 nouvelles merveilles du monde avec la Grande Muraille de Chine, Petra en Jordanie, le Christ Rédempteur au Brésil, Chichen Itza au Mexique, le Colisée en Italie et le Taj Mahal en Inde. Il a été construit au XVe siècle sous l'empereur Pachacutec. Le Machu Picchu était probablement une résidence royale ou un sanctuaire religieux. Abandonné à l'époque de la conquête espagnole, il a été redécouvert en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham, bien que les populations locales le connaissaient depuis toujours. Bâti à 2430 mètres d'altitude, sur une crête entre les montagnes Huayna Picchu et Machu Picchu, le site est un chef-d'œuvre d'adaptation au paysage. Assemblés sans mortier, les blocs de pierre sont taillés avec une précision telle qu'ils résistent au séisme. Une fois sur place, vous pourrez contempler le Temple du Soleil, la place sacrée ou encore les terrasses agricoles qui servaient pour l'agriculture mais aussi pour la stabilisation des pentes. Depuis Aguascalientes, il existe 2 façons de monter au Machu Picchu, le bus ou la montée à pied. En bus navette, la montée dure environ 25 minutes jusqu'à l'entrée du Machu Picchu, c'est la solution la plus simple. Ou alors, vous pourrez y aller à pied, l'ascension dure entre 1h30 et 2h selon votre rythme. Il vous faudra une bonne forme physique car vous aurez 400 mètres de dénivelé positif à gravir sur un terrain irrégulier et escalier en pierre Inca. Pour information, le point de départ du trek se situe au pont Ruinas, le sentier commence juste après le pont en question. Huayna Picchu est la montagne emblématique qui surplombe le site archéologique du Machu Picchu. Elle culmine à 2720 mètres. L'ascension est exigeante car le sentier est raide, étroit et impressionnant avec de nombreux escaliers Inca taillés dans la roche. La montée dure entre 45 et 90 minutes selon votre rythme. Au sommet, la vue est spectaculaire. On domine tout le Machu Picchu et la vallée de l'Urubamba. Je vous conseille de réserver à l'avance car les places sont limitées. Comment parler du Machu Picchu et des autres constructions Inca sans parler de leurs techniques de construction? Ces techniques sont célèbres dans le monde entier pour leur ingéniosité qui défie encore aujourd'hui toute explication simple. On parle de blocs de pierre de plusieurs tonnes taillés avec une précision insolente qui s'emboîtent au millimètre près sans ciment et résistent au séisme depuis plus de 500 ans. Voici quelques exemples saisissants. Les fondations du Coricancha à Cusco, dont nous avons parlé tout à l'heure. Sacsayhuaman, près de Cusco, immense bloc mégalithique jusqu'à 120 tonnes. Ollantaytambo, murs trapézoïdaux et terrasses massives. Et bien entendu, le Machu Picchu. Approchons-nous maintenant du rivage d'un lac qui ressemble plus à une mer. Je parle évidemment du lac Titicaca. Puno est la capitale folklorique du Pérou, connue pour ses danses traditionnelles et ses costumes colorés. La fête de la Vierge début février est l'un des plus grands festivals du pays. La ville se situe à une altitude déroutante où l'on ressent parfois le manque d'oxygène. Elle s'étend le long du lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, qui culmine à environ 3810 mètres d'altitude. Il crée une frontière naturelle entre le Pérou et la Bolivie et dévoile d'immenses paysages, eau bleue, montagnes enneigées au loin, lumière très forte du fait de l'altitude. Sur le lac flottent des îles artificielles fabriquées à la main par les peuples Huros, à partir d'un roseau local appelé Totora. Les Huros vivent sur ces îles et l'éducation des enfants se fait parfois sur des îles-écoles. Les maisons, les tours de guet et même parfois les bateaux sont faits du même matériau. L'économie repose sur la pêche, la récolte de totora, l'artisanat et l'accueil des visiteurs. Historiquement, les Huros vivaient sur ces îles pour se protéger des invasions d'autres peuples, comme les Incas par exemple, ainsi que pour préserver leur autonomie. Aujourd'hui, il reste une dimension culturelle très forte, même si la vie moderne influence de plus en plus leur quotidien. L'île de Taquilé est l'un des plus beaux endroits du lac Titicaca côté péruvien.
Taquilé est une île rocheuse et en terrasses agricoles anciennes héritées de l'époque pré-Inca. Vous profiterez d'une vue panoramique impressionnante sur le lac et sur les montagnes de Bolivie au loin. Les habitants de l'île sont organisés de manière communautaire et vivent principalement de l'agriculture, du tourisme responsable et de leur célèbre artisanat textile. Taquilé est classé par l'UNESCO pour son art du tissage considéré comme l'un des meilleurs des Andes. Le site de Silustani est un ensemble de tombes monumentales appelées chulpas, construites pour des personnages importants de la civilisation Kola, puis reprises par les Incas. Elles forment des tours et sont faites de blocs de pierre parfaitement ajustés, atteignant parfois plusieurs mètres de hauteur. La vue sur le lac Umayo est exceptionnelle. Cutimbo est beaucoup moins visité que Silustani et se trouve à environ 30 km de Puno. L'ambiance y est plus sauvage et les chulpas sont imposantes, moins restaurées, ce qui donne l'impression de remonter dans le temps. Nous allons à présent aborder un sujet mystérieux enfoui en plein milieu du désert de Nazca. Ica est une zone désertique et ensoleillée située à environ 4 heures au sud de Lima. La ville elle-même n'est pas une destination principale, mais elle sert de point de départ pour plusieurs sites emblématiques comme Huacachina ou Nazca. À Ica, je vous invite en particulier à visiter les bodegas, ou comme on pourrait les appeler, les vignobles. Les vignobles péruviens ne servent pas à faire du vin, mais du pisco. C'est ce pisco qui sert notamment à concocter les fameux cocktails pisco sour dont nous avons parlé précédemment. Le pisco est en réalité une eau-de-vie obtenue en distillant du jus de raisin fermenté. Le pisco péruvien est considéré comme un spiritueux premium car il n'est distillé qu'une seule fois et ne contient aucun additif en eau ou en sucre. En périphérie d'Ica se situe une lagune naturelle entourée de palmiers et d'énormes dunes. Elle est située en plein désert et alimentée par des eaux souterraines. C'est littéralement ce que nous pouvons imaginer d'une oasis. Les dunes alentours peuvent dépasser les 100 mètres de haut, et au sommet, vous pourrez admirer l'oasis vue d'en haut, le soleil se coucher sur le désert et les silhouettes des dunes à perte de vue. Huacachina propose plusieurs activités très populaires comme les balades en buggy dans les dunes. Ce sont des véhicules ouverts de tous les côtés et faits pour le sable, où les chauffeurs amusent les touristes en montant et en descendant les dunes comme des montagnes russes. La deuxième activité très populaire est le sandboard, comme son nom l'indique, une planche de sable. C'est comme du snowboard, mais là, vous dévalerez des dunes, soit debout, soit couché, mais gare au sable entre les dents. En tout cas, c'est une bonne partie de rigolade. Les lignes de Nazca, que l'on appelle également géoglyphes, sont l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Situées dans le désert du sud du Pérou, elles ont été tracées par la culture Nazca entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Il s'agit d'immenses dessins réalisés grâce au retrait de la couche superficielle de cailloux sombres du désert pour révéler un sol plus clair en dessous. Elles s'étendent sur plus de 500 km² et comportent des centaines de figures. On en distingue trois grandes catégories. Premièrement, les formes géométriques. Des lignes droites, parfois longues de dizaines de kilomètres. Deuxièmement, des figures végétales ou hybrides. Certains représentent des plantes, d'autres des formes symboliques liées à l'eau ou à la fertilité. Et troisièmement, ce qui est le plus impressionnant, ce sont les figures animales. Ce sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. En voici quelques exemples des plus saisissants. Le colibri, le singe, l'araignée, le condor et pour finir, l'astronaute. Ne vous fait-il pas penser à un alien ? Les aqueducs de Cantalok sont l'une des plus impressionnantes œuvres d'ingénierie de la culture Nazca. Ce sont des systèmes d'irrigation en spirale et canaux souterrains construits il y a plus de 1500 ans par les Nazca pour amener l'eau d'aquifères souterrains jusqu'aux zones agricoles en plein désert. Ils sont encore fonctionnels aujourd'hui, ce qui montre la maîtrise incroyable de l'hydraulique par cette civilisation. Leur fonctionnement repose sur la physique. De l'eau circule dans de longs tunnels souterrains, construits avec des pierres et du bois résistant. Les aqueducs en spirale permettent ensuite d'acheminer l'eau vers des bassins, puis des champs agricoles. Le peuple Nazca a réellement réussi à cultiver la terre grâce à ce système dans l'une des régions les plus arides du monde. Le cimetière de Xochitl est l'un des sites les plus marquants et surprenants de la région de Nazca. C'est un lieu archéologique à ciel ouvert situé dans le désert où l'on peut voir de véritables momies précolombiennes encore dans leur tombe. Cette nécropole Nazca date d'il y a environ 3000 ans et est unique pour ce que les tombes contiennent encore. Des moines en position assise, des cheveux longs parfaitement conservés, parfois de plus d'1 mètre, des textiles, des offrandes funéraires. Pendant longtemps, le site a été pillé par des voleurs de tombes qui s'intéressaient aux poteries
et aux objets précieux, mais les corps eux-mêmes ont été laissés là. Depuis les années 90, l'État péruvien a sécurisé et restauré la nécropole pour la protéger. Comme à mon habitude, je vais maintenant vous donner toutes les informations utiles pour préparer votre voyage et certainement répondre à des questions que vous vous êtes posées lors du visionnage de cette vidéo. Voici à présent quelques conseils généraux sur le Pérou. Il s'agit d'un pays plein de disparités sociales mais aussi géographiques. Le niveau de pauvreté est très élevé, surtout dans les zones montagneuses. D'un point de vue social, je vous conseille de ne pas trop exposer vos signes de richesse par respect pour les locaux mais aussi pour votre tranquillité personnelle. D'un point de vue géographique, comme vous le savez, Lima est proche du 0 mètre d'altitude, alors que Cusco se situe à 2400 mètres et vous montrez encore plus haut. Préparez-vous au mal des montagnes, bien que léger à cette altitude. Il s'agit de maux de tête et respiration plus difficiles. Pour cela, les Péruviens ont une technique ancestrale, une infusion à la feuille de coca. Cette même plante qui est utilisée pour la poudre blanche, mais en infusion, pas d'inquiétude, c'est totalement inoffensif. Par ailleurs, au Pérou, il fait globalement froid. Surtout à partir de Cusco, prévoyez des vêtements chauds et de bonnes chaussures montantes pour les randonnées. Pensez également aux bonnets, écharpes et gants. Au sujet des douanes, si vous êtes citoyen de l'UE, du Canada ou de la Suisse, vous n'aurez pas besoin de visa. Assurez-vous simplement que votre passeport est valide au moins 6 mois après la date d'entrée. Si vous êtes ressortissant des pays du Maghreb, vous aurez besoin de faire une demande de visa auprès d'une ambassade péruvienne. Si vous vous posez des questions au sujet des vaccins, voici une liste des vaccins de base à avoir. Le tétanos, la polio, la rougeole, l'hépatite B et l'hépatite A. La monnaie officielle au Pérou, c'est le sol péruvien. Comptez en moyenne 1 € pour 4 sols. Je vous recommande d'en avoir toujours sur vous en permanence car de nombreux endroits ne prennent pas la carte de crédit. En plus de cela, payer par carte implique des frais pour chaque transaction, alors que retirer une fois du liquide ne vous fera payer des frais qu'à chaque retrait. À Lima, la solution de déplacement la plus simple, c'est Uber. Si vous êtes contre, il existe aussi des taxis ou encore le métro de Lima. Pour aller de Lima à Cusco, la seule solution, c'est l'avion. Une fois arrivé à Cusco, la majorité des trajets se font en minibus. Pour aller au Machu Picchu et Aguascalientes, nous l'avons vu tout à l'heure, vous pourrez prendre un train depuis Cusco ou Ollantaytambo. Pour aller à Puno, au bord du lac Titicaca, je vous conseille le bus de nuit de la compagnie Cruz del Sur. Vous partez le soir et arrivez au petit matin après 7-8 heures de trajet dans un confort grand luxe. Le prix du trajet est aux alentours des 17 €. Vous prendrez ensuite un vol entre Puno et Lima avant de vous rendre dans le désert. À partir de cette étape, le plus simple est de prendre un taxi ou un bus pour aller à Ica et pareil entre Ica et Nazca. Comptez 4 heures de route pour 180 € en moyenne pour un taxi, soit 4 personnes. On n'en parle jamais en France, mais la gastronomie péruvienne est incroyable. Lima est d'ailleurs la capitale gastronomique de l'Amérique latine. Je vous conseille de goûter au ceviche, poisson cru mariné dans du citron vert, piment, oignon rouge et coriandre, ou alors le lomo saltado, sauté de bœuf façon wok mélangé à des oignons, tomates et sauce soja servi avec du riz et frites, ou encore le causa limeña, purée de pommes de terre jaunes pressées et agrémentée de thon, poulet, avocat et légumes. Vous pourrez également goûter à ce que l'on appelle le cuy. Il s'agit d'un cochon d'Inde tout simplement rôti au four. C'est une tradition millénaire dans les Andes. Le cuy a un goût proche du lapin ou de poulet sauvage, mais plus gélatineux. Pour terminer sur une note plus fun, je vous suggère de goûter au suspiro limeño, un dessert à la crème au caramel et à la meringue. Je vous donne 3 lieux à tester à Lima. Pescados Capitales, pour goûter aux produits de la mer. Le restaurant Central, élu meilleur restaurant du monde en 2023. Et le marché de Surquillo pour une expérience locale et authentique. L'option la plus simple pour se loger, c'est d'aller à l'hôtel. Néanmoins, il existe pléthore d'autres possibilités plus économiques de se loger. Je vous présente une liste de sites à tester pour trouver l'endroit qui vous fera rêver. Airbnb, plateforme de réservation de logements ou chambres chez l'habitant. Hostel World, site de réservation d'auberges de jeunesse. Couchsurfing, une possibilité de loger chez l'habitant à coût extrêmement faible. Ou alors Booking.com, site qui combine les deux possibilités, hôtel en tout genre et auberge de jeunesse. Et je vous donne mon truc préféré sur Booking, réservez la veille pour le lendemain et vous trouverez des prix exceptionnels dans de beaux hôtels. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils spécifiques au sujet du Machu Picchu.
Pour les voyages en train, réservez vos billets très à l'avance, surtout en haute saison. Pour les treks, Inca Trail et Salcantay, je vous conseille de passer par l'agence touristique machupicchucuscotour.com pour votre tranquillité d'esprit, car vous pourrez bénéficier de guides, de logistique et un permis pour pouvoir faire ces treks. Encore une fois, pensez à votre niveau physique, à la météo et aux bonnes chaussures. Pour monter en bus depuis Aguascalientes, vous trouverez les points de départ au bord de la rivière sur l'Avenida Hermano Sayar, où la file d'attente commence souvent tôt le matin. En général, les départs se situent entre 5h30 du matin jusqu'à 15h30. C'est environ un départ toutes les 5 à 10 minutes. Si vous décidez de monter à pied depuis Aguascalientes, prévoyez de l'eau, un bon petit déjeuner, une protection contre la pluie et une lampe frontale si vous partez avant l'aube. Comme pour le train, réservez votre entrée sur le site à l'avance car les entrées quotidiennes sont limitées à 4500 et croyez-moi, ça va très vite. Vous pourrez acheter votre billet à Aguascalientes directement ou encore sur le site officiel tuboleto.cultura.pe. Prévoyez de garder votre passeport en tout temps car il est nécessaire pour le train et pour l'entrée sur le Machu Picchu. Nous voici arrivés au terme de ce magnifique voyage. J'espère qu'il vous a plu et que les explications vous serviront pour votre prochain séjour au Pérou. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouveaux pays et de nouvelles destinations. Et moi, je vous dis à bientôt sur Wondersam.